Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce plateau spécial. Vous aurez aujourd'hui, avec plusieurs rédactions, à décortiquer l'actualité, tout ce qui se passe dans le monde politique, social de la RDC. Et nous avons comme invité Monsieur Kakwata. Il est député national, président du mouvement des réformateurs libéraux. Et à l'Assemblée nationale, il est président de la commission environnement et ressources naturelles. Bonsoir, M. Kakwata. Bonsoir. Voilà, je vous l'ai dit qu'aujourd'hui, vous êtes face à plusieurs rédactions. Et nous avons pour CCTV Serge Kabongo. Bonsoir, Serge. Bonsoir, chers confrères, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui suivent la radio-télévision nationale congolaise. Et nous avons Guylain Kabalundi de Biwan. Bonsoir, Guylain. Bonsoir, chers confrères. Et une dame parmi nous, je n'ai pas voulu commencer par elle, mais j'ai voulu terminer par elle parce que c'est l'unique dame qui est avec nous sur ces plateaux, Élisée Odia de Congo Web. Bonsoir, Élisée. Bonsoir à vous, bonsoir Patrick André Thierry Kakwata. Patrick Thierry André Kakwata. Voilà. Bonsoir, madame Élisée. Et merci beaucoup, monsieur Kakwata. Vous êtes là pour parler à nos téléspectateurs de l'actualité. Nous commençons par l'actualité chaude, d'après nous. Et bien entendu, c'est aussi l'avis que nous croyons de plusieurs de nos téléspectateurs, de l'opinion et du public. La position de la SENCO, la position des laïcs catholiques, bref, la position de l'Église catholique face à la situation socio-politique de l'heure. Les laïcs catholiques ont organisé le 31 décembre dernier une marche. Vous savez comment ça a abouti. Vous avez suivi la réaction du cardinal Laurent Bosengo et aussi de la SENCO. Il y a eu des réactions de la part des politiciens, surtout de la majorité présidentielle. Et vous, aujourd'hui, vous êtes face au public. Comment vous réagissez devant tout cela? En première, ce que je peux dire pour l'instant, il faudrait que nous puissions user de la sagesse. La sagesse de deux côtés. C'est vrai que ceux qui gèrent, c'est l'exécutif, le gouvernement, et on ne peut que s'adresser au gouvernement, parce que ce sont eux qui ont la gestion à ce jour. Mais l'Église est là pour aussi guider. Parce que si je rentre dans le passé ou dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand il y avait quelque chose qui s'est passé, il y avait même des prophètes qui allaient vers les autorités pour leur dire attention, nous sommes en train d'aller à gauche ou nous sommes en train d'aller à droite. Donc l'Église est là pour nous servir aussi de repère et de nous dire où est-ce qu'il faut aller. Donc c'est ce que l'Église a fait. L'Église a fait son travail. Mais quitte à nous aussi de bien accueillir et de savoir qu'est-ce que nous devons faire et comment répondre au travail de l'Église. Si elle est mal informée, autant mieux l'informer. Donc vous faites partie de ceux-là qui pensent que l'Église n'a pas outrepassé ses droits, voire même ses devoirs. Je peux dire que l'Église n'a pas outrepassé, mais aussi il faut se dire la forme. Parce que vous savez, en justice, on dit la forme corrompt le fond. Peut-être la forme a été mauvaise, mais le fond est exact. Vous dites peut-être. Nous pouvons condamner peut-être la forme, mais le fond est exact. Qu'est-ce que vous reprochez à la forme? Parlons-en. La façon dont elle s'est prise, c'est une forme. Parce que je vous ai dit dans le passé ou dans l'Ancien Testament, le prophète allait vers l'autorité. Est-ce aujourd'hui, l'Église est-elle allée vers l'autorité? C'est une façon de venir vers l'autorité. Il faudrait des audiences, des rencontres, de dialogues. En interpellant, en parlant de ça, c'est une façon d'aller vers l'autorité également. Non, c'est ce que je dis. La forme, c'est qu'il y a des choses d'État qu'on ne traite pas sur le public, sur l'espace public. C'est mieux d'aller vers la personne. Parce que même la Bible dit, il faut approcher la personne. Si la personne n'écoute pas, prenez 2. Si la personne n'écoute pas, prenez 3. Donc il faut user de toutes les voies avant d'arriver sur l'espace public. C'est ce qui s'est passé à la SENCO. Et on sait que pour certains, l'Église a été roulée. Vous demandez encore à cette même Église de refaire la même chose alors qu'elle a eu à organiser le dialogue et puis à l'après. Non, prenons la jeunesse de la chose. Si nous disons c'est ce qui s'est passé à la SENCO, nous sommes en train de biaiser. Parce qu'en suivant la genèse, c'est le chef de l'État
qui est allé vers la SENCO en premier pour leur demander leur médiation. Et enfin, la SENCO a remis le dossier au chef de l'État pour dire voilà là où nous nous arrêtons, à vous de continuer. Depuis lors, la SENCO n'a plus fait un pas vers le chef de l'État pour lui dire où en sommes-nous. Donc dans le sens où je viens d'expliquer qu'il faut faire un pas. Mais justement, honorable, la SENCO pense que son travail n'a pas été respecté, notamment dans les revendications. Il est question de respecter les accords du 31 décembre 2016. C'est là où j'ai dit, si la SENCO s'est dit que le travail n'a pas été respecté, c'était dommage d'abord d'approcher la personne en prenant 2, 3, 4, jusqu'à ce qu'elle se dira, je suis maintenant à bout, je peux mettre le problème sur l'espace public. Est-ce que vous ne considérez pas, excusez-moi, vous ne considérez pas cette démarche des évêques comme le plan B, le fameux plan B qu'ils avaient annoncé? Qui était pourtant prévu. Même si ce plan B était annoncé, il y a tout un processus pour arriver à ce plan B. Peut-être moi je peux dire, vous savez, il est dit la vitesse ou la précipitation et le dérèglement de la vitesse. Moi je peux même utiliser que c'est une précipitation qui n'a fait que dérégler la vitesse. Parce que le moins, je vous ai dit, ou je viens de vous dire, c'est de suivre un processus. Approchez la personne. 2, 3, prenez des gens à témoin jusqu'à ce que vous allez arriver. Quand vous faites rouler à tout bout de champ, c'est fini. Mais la crédibilité, dire... on ne peut plus à chaque fois approcher la personne. Pourquoi dire rouler? Parce que ce n'est pas rouler. Il faudrait aussi poser la question, si tel a fait ceci, quel est le mobile derrière? Il ne faut pas accuser directement en disant on a roulé. Il faut aussi savoir quel est le mobile, pourquoi on n'a pas usé cette voie, nous avons utilisé celle-ci. C'est facile de porter un jugement. C'est comme quelqu'un qui dit, avant de conclure ou de porter un jugement sur une personne, autant mieux d'abord emprunter aussi ses chaussures pour savoir comment est-ce qu'il a marché ou comment est-ce qu'il a parcouru ce chemin. Très bien. Vous parlez de la SENCO. Moi, je veux plutôt que vous puissiez vous personnellement donner votre point de vue, votre lecture sur l'application ou l'applicabilité de l'accord. 365 jours après, vous pensez que cet accord, si vous avez été demandé de l'évaluer, il a été appliqué à combien de pourcents? Et de 2, en ce qui concerne la décrispation politique, vous pensez que sur plus de 200 et quelques prisonniers politiques, entre guillemets, qui ont été répertoriés, combien ont été libérés? Sur le média fermé, il y en a plusieurs, notamment dans votre ex-province, la grande province du Katanga. J'espère qu'une fois au Katanga, vous avez eu le temps de passer sur Mwangaza, sur Djoua et même sur Nyota, et qu'aujourd'hui, ces médias sont fermés. Vous évaluez l'accord à combien de pourcents? Et pourquoi on ne libéralise pas les médias? Et pourquoi on n'ouvre pas l'espace, notamment politique, pour des manifestations pacifiques? Vous devez savoir ceci. Il faudrait dissocier, ne pas personnaliser l'accord, mais l'appliquer. Quand vous me dites que l'accord n'est pas appliqué, ou à combien de pourcents l'accord est appliqué, moi je vous répondrai que l'accord est appliqué à plus ou moins 90 ou à plus ou moins 70%. Pourquoi? Parce qu'il a été demandé qu'un Premier ministre vienne du Rassemblement ou de l'opposition. Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre qui vient du Rassemblement ou de l'opposition. Compatible à la majorité, oui. Il a été demandé que nous ayons le président du CENSA soit de l'opposition du Rassemblement. Le président du CENSA vient de là. Il nous a été demandé qu'on ait un gouvernement de large union nationale. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement de large union nationale. Il a été demandé également les retours des exilés politiques. Nous sommes en train d'y arriver. Oui. Ceux-là qui devaient maintenant appliquer le retour des exilés politiques ou de la décrispation par rapport à la libération des prisonniers et l'ouverture des chaînes, ce n'est plus le gouvernement, c'est le CENSA. Donc ce travail, j'aurais bien préféré que vous puissiez poser maintenant la question au président du CENSA, où en êtes-vous? Parce que l'accord dit que ce travail-là était remis au CENSA. Mais il n'y a même pas une et loi. Au CENSA, c'est lui qui est là, c'est le patron du CENSA, vient du Rassemblement ou de l'opposition. C'est eux qui doivent maintenant évaluer à ce jour la mission nous confiée dans cet accord. Où en sommes-nous? Mais de notre côté ou de notre part, nous avons pu faire ce qui nous a été demandé. Donc c'est pourquoi je dis l'accord a été appliqué au moins à 90%. Parce que pourquoi j'ai dit 90%? Oui, mais à non, 90%, pas 90%, 70%, excusez-moi. 70%. Pourquoi 70%? Parce que nous n'avons pas eu les élections à date. Nous aurons eu des élections à date. L'accord était à 99%. L'accord avait pour objectif final l'organisation des élections. Mais sachez qu'il y avait une clause dans l'accord qui demandait à ce qu'il y ait évaluation.
Et de cette évaluation, on aurait su si on pouvait avoir les élections à date. Parce qu'il y a une clause dans l'accord qui prévoyait déjà l'ouverture au cas où nous n'avons pas des élections à date. Qu'allons-nous faire? Parce qu'il y a évaluation. Et du moment de l'évaluation, je ne peux rien vous apprendre. Vous ne me direz pas que vous n'êtes pas des Congolais comme moi. Vous avez vu comment est-ce que le processus de l'enrôlement s'est déroulé et qui a fait que ça a retardé. Après évaluation, on s'est rendu compte qu'il était difficile d'organiser les élections à date. C'est pour ça que vous me voyez parler de l'accord à 70%. Mais plusieurs choses ont été exécutées. Mais honorable, la SENCO ou les catholiques, dans leur démarche, dans leur message, ils pensent que dès le départ, l'accord n'a pas été respecté. Tout à l'heure, vous avez évoqué, le Premier ministre vient de l'opposition, le président du CNSA vient de l'opposition. Mais eux, ils condamnent la façon dont ces personnes-là ont été tirées de l'opposition pour être fait Premier ministre, pour être fait président du CNSA. D'ailleurs, ils ne les reconnaissent plus comme étant de l'opposition. Je crois que de l'histoire de notre pays, chaque fois qu'une personne est à l'opposition, il suffit qu'on le choisisse ou que la personne remplit le profil, l'opposition préfère le rejeter. Je vais vous poser la question. Au jour de la nomination du Premier ministre actuel, était-il à l'opposition ou pas? Parce qu'il a été éjecté de l'opposition, c'est après sa nomination. Ce n'est pas avant. On aurait compris que c'était avant sa nomination qu'il a été éjecté de l'opposition et c'est à ce moment-là qu'on peut condamner. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait dissocier l'accord ou ne pas personnifier l'accord. Nous devons arriver à dissocier ces deux. Nous voulons personnifier l'accord en disant l'applicabilité de l'accord, c'est parce qu'il fallait X ou il fallait prendre tout celui qui remplit le profil et les conditions d'être un Premier ministre et qui répond du rassemblement ou de... Selon l'accord, selon le président de la République, selon la majorité. Est-ce que l'accord a-t-il défini un profil? C'est vous qui parlez de profil. Non, le profil, c'est selon la capacité de celui qui peut diriger notre pays. Permettez-moi, honorable, je voudrais apporter de l'eau dans le moulin de Serge Kabongo lorsqu'il pose la question sur le bilan. Est-ce que la population ne se sent pas ici flouée par les politiques, majorité, opposition, surtout majorité, parce que c'est elle qui a plaidé en faveur du dialogue. L'objectif, qu'on nous faisait savoir, c'était qu'on ait des élections apaisées. On devrait aller vers des élections apaisées, mais avoir tout ce qui se passe et le contexte. Est-ce que les élections apaisées sont encore possibles en 2018 ? Déjà, on ne l'a pas eu en 2017. Je resterai optimiste que les élections apaisées sont possibles et la voie est irréversible pour des élections. Nous ne devons passer à l'alternance que d'une manière démocratique. Parce que les institutions actuelles, nous les avons acquises d'une manière démocratique. Ça, c'est un. Et de deux, il faudrait que nous puissions nous dire certaines vérités. C'est que il faudrait que nous puissions nous dépassionner. Ce peuple souffre. Nous, les politiques, nous tirons les draps, mais nous oublions qu'il y a un peuple qui souffre. Il y a une misère. Aujourd'hui, ce matin, en lisant, il y a une choléra ici à Kinshasa qui est en train de sévir des gens. Il y a des morts, mais personne n'en fait cas. Mais pendant ce temps, la majorité se focalise sur le terme médiocre. C'est ça, justement. Non seulement la majorité, parce que je viens de dire nous, politiques. Vous, c'est maintenant médiocre. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. J'ai bien dit nous, politiques. Je n'ai pas dit la majorité. On parle de l'exécutif constitué de la majorité, même issue de l'opposition compatible. Quand bien même on parle de l'exécutif ou de la majorité. Mais j'ai bien dit d'abord, le gouvernement est de l'argent national à ce jour. Donc ce n'est pas seulement la majorité. Et puis de deux, quand je parle de nous politiques, si l'exécutif doit aller, mais dans l'entretemps, il y a un qui le dérange. Il préfère d'abord terminer ce bruit pour aller, mais non. Parce que c'est lui qui dérange, c'est l'opposition. Sacrifier 140 morts et se concentrer à une personne. J'interpelle tout politique, opposition, d'abord qu'on puisse nous tous focaliser notre regard, parce que ceux-là qui meurent sont des Congolais comme nous. Nul n'a le monopole de la République démocratique du Congo ou le monopole de l'amour de la patrie. Ce sont des Congolais comme nous. À un certain moment, vous voyez même dans d'autres pays, quand il y a attaque, c'est en unisson, opposition, majorité, société civile, on s'unit pour d'abord dénoncer. Aujourd'hui, nous sommes attaqués par un terroriste qui est le choléra. Que faisons-nous? Mais nous sommes là en train de nous battre pour
l'alternance au pouvoir. C'est l'homme politique. Mais l'homme d'État... Ou pour la conservation du pouvoir dans certains cas. L'homme d'État, oui, l'alternance ou la conservation. Mais l'homme d'État, lui, c'est la génération future. Et ce n'est pas ce moment ici que nous devons d'abord nous arrêter. Il y a une épidémie qui nous arrive. Même moi, je ne suis pas épargné de cette épidémie. Honorable, le problème fondamental, on était déjà dans le processus électoral, réside au niveau de l'organisation des élections. On l'a raté en 2016, tel que prévu par la Constitution. On a eu des accords du 31 décembre 2016 qui prévoyaient les élections en 2017. On ne l'a pas eu. Nous avons un calendrier qui prévoit maintenant les élections en décembre 2018. Mais jusqu'à présent, il y a toujours une partie de l'opposition qui doute de la sincérité et de la CENI et même de l'exécutif pour arriver à l'organisation de ces élections. Nous avons même le dernier rapport des Nations Unies, qui est le secrétaire général a présenté un rapport au Conseil de sécurité pour dire qu'il n'était pas très encouragé par le calendrier tel que présenté. On doute même de la sincérité des Congolais, de l'homme politique congolais arrivé à l'organisation des élections. Comment vous commentez ces processus? Je me rappelle du président Mobutu qui disait « Seul il ne peut rien, mais avec l'appui de tous, il peut tout ». Pourquoi je le dis et pourquoi je me rappelle de lui? En 2017, nous n'avions pas un calendrier. Mais aujourd'hui, nous avons quand même un calendrier. Avec 18 contraintes, qui travaille autant de contraintes pour la faisabilité de ce calendrier? Jusque-là, personne. Au contraire, j'aurais aimé que nous tous, nous puissions mettre la main à la pâte pour dire la faisabilité de ce calendrier peut avoir lieu. Pourquoi? Nous, Congolais, on est capables de tout quand nous sommes unis. Et quand nous nous décidons, nous arrivons toujours. Quand même les Nations Unies doutent Eux la peuvent faisabilité douter, de ce parce calendrier. qu'ils doutaient même en 2003, si on aura en 2006, si on aura des élections. Mais eux-mêmes étaient encore le premier à la fin pour dire, nous sommes étonnés, et nous avons été même bien cotés parmi beaucoup de pays de l'Afrique à avoir organisé des bonnes élections en 2006. Très bien. Donc ils peuvent encore douter. C'est nous-mêmes que nous connaissons. Ici, c'est le moment d'appeler à l'unisson, tout politique, que nous puissions travailler maintenant à la faisabilité de ce calendrier. Parce que plus nous sommes en train de tenir les pas, plus nous sommes en train de nous tirer à boulet rouge, ce calendrier ne sera pas faisable et applicable. Et il faudrait se dire que nous risquons même de ne même pas avoir les élections en 2018. Comment travailler à l'unisson pendant qu'il y a des exilés politiques, pendant que notre confrère Serge a parlé de ça, la problématique de la décrispation politique n'est pas encore effective, mais pendant ce temps, c'est bien beau d'appeler à l'unisson, pendant que d'aucuns ne cessent de réclamer la restructuration de la CENI. On parle seulement des exilés, il y a des prisonniers. Des prisonniers politiques. Comment arriver à cette unisson quand il y a certains préalables qui ne sont même pas encore réunis? Vous devez savoir que les préalables ne peuvent être réunis que quand, je l'ai dit au début, j'ai interpellé tout le monde à la sagesse, à la retenue, à se dépassionner, aller. Vous savez, l'humilité précède la gloire. Je me rappelle d'une parole de l'évangile de l'imposteur qui, ayant reçu un visiteur, il n'avait rien de quoi lui offrir à manger. Son voisin était un riche. Il est allé demander à ce riche qui faisait sa sieste pour lui dire, je viens de recevoir un visiteur, s'il y a moyen que vous puissiez me donner quelque chose. Le riche lui dit, mais je suis en train de faire ma sieste, je ne te donne rien. Il a dérangé la sieste du riche jusqu'à ce que le riche s'est dit, pour que j'aie la paix, il faudrait que je lui donne ce qu'il cherche, j'aurai la paix. Au lieu d'appel à des manifestations, au lieu d'appel à des troubles, c'est mieux de dire nous allons maintenant toquer chez le riche, qui est l'exécutif, qui est le CENSA, qui est les institutions de la République, pour leur dire nous voulons obtenir ceci et la faisabilité de ce calendrier et réellement avoir les élections en 2018. Parce que l'appel à des manifestations, comme nous-mêmes nous savons qu'à ce jour, nous ne sommes pas encore mûrs, nous Congolais, à organiser des manifestations pacifiques. La crainte ici chez nous, c'est que quand on organise une manifestation, elle déborde toujours et elle finit par des règlements de compte. Étant donné que nous savons cela,
Et même... Et que c'est un droit constitutionnel. Et même, d'une manière tacite, on peut reconnaître que nos services ne savent plus ou ne savent pas contenir ces manifestations, autant mieux dévier, parce que ce sang qui coule, ça me fait mal. C'est un sang congolais. Il n'est pas moins spécial que moi. Monsieur le député. C'est un Congolais comme moi. Un instant que je termine, s'il vous plaît. Un instant que je termine, s'il vous plaît. Il n'est pas moins Congolais que moi. C'est un Congolais comme moi aussi. Il a droit à la vie. Alors, autant mieux changer de stratégie de foi. Quand vous savez que cette voie ici nous amène toujours à faire couler du sang, pourquoi ne pas changer de stratégie? Pourquoi ne pas les toquer? Pourquoi ne pas appliquer le parabole ou l'évangile de l'imposteur? Je vais toquer jusqu'à ce que j'obtiendrai, mais je ne ferai plus couler le sang. C'est clair. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo de cette compatriote qui a été atteinte d'une balle de l'armée nationale, ce n'est pas de la police. Aujourd'hui, elle venait d'être évacuée. Vous êtes député, vous êtes parlementaire. Vous avez passé au moins 10 ans au palais du peuple, c'est-à-dire à l'hémicycle Sénat comme Assemblée nationale, membre de la majorité. Vous avez accompagné le président Kabila pendant 2 législatures. En 2006, on a pensé qu'il fallait mettre fin à la crise de légitimité des institutions et des animateurs. On a eu 2 premières élections. En 2011, on a eu 2 deuxièmes élections démocratiques. Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi nous revenons comme à l'époque du Mobutu, où toutes les institutions, notamment à laquelle vous appartenez, deviennent illégitimes? Et vous pensez que c'est une avancée démocratique? Et si on doit vous jeter des fleurs, on doit jeter des fleurs à Kabila, à la majorité à laquelle vous faites partie, ou bien c'est une sorte de recul démocratique? Comment on en est arrivé là? Pendant qu'en 2006, on avait déjà dépassé les caps, en 2011, on avait dépassé les caps. Vous savez, ce matin encore, lisant les médias, une revue de presse, j'ai vu que le boom minier a repris. Le cobalt, la tonne aujourd'hui est à 75 000. Une première depuis la création de ce monde. Une première, 75 000. Et le cuivre à 7 000. Si hier on a accusé que la non-organisation des élections, c'était suite au manque de financement, aujourd'hui, voilà l'occasion où je demande que nous puissions, 1, user de la sagesse, 2, la retenue, 3, nous dépassionner. On répondait à ma question, c'est une prouesse ou c'est un recul démocratique? Et s'il y a eu avancé, c'est à mettre dans l'actif de Kabila ou bien c'est à mettre dans le passif de Kabila et de votre majorité? Vous savez, donc ma question, elle est directe. Hein? Il y a toujours aussi une introduction. Elle peut être directe, mais moi, il y a toujours une introduction pour la justifier. J'ai aussi des réponses directes. Non, et bien sûr, pour la justifier. Oui. J'arrive. Donc aujourd'hui, quand je le dis, il faut arriver à se dépassionner, avoir la retenue et la sagesse. C'est que nous pouvons profiter de ce boom minier qui vient de naître pour dire qu'il n'y aura plus de justification à dire manque de financement. Travaillons maintenant à l'unisson pour que le calendrier soit applicable, que nous ayons des élections. Et qui en ce qui concerne maintenant la question de mon frère Serge, il y a eu des raisons qui ont été avancées pour la non-organisation des élections. Alors, ça ne sert à rien que je puisse rentrer aujourd'hui dans le passé. Ça fera partie du bilan. Ça fera partie du bilan de la majorité. Ne t'arrête pas au passé. Soigne le présent et le futur te sera certain. Le passé nous sert à bien préparer les présents. Oui, c'est pour cela que nous avons étudié l'âge de la pierre taillée et la pierre polie. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons utiliser cette pierre taillée et pierre polie, mais aujourd'hui nous utilisons des couteaux. Donc je ne m'arrête pas au passé, mais je soigne le présent. Non, le présent nous subissons parce qu'on n'a pas bien géré le passé. Mais non, c'est pour cela que je vous dis, si nous subissons le présent, parce qu'on n'a pas bien géré le passé, mais aujourd'hui, le présent nous offre encore des occasions meilleures pour que nous puissions bien utiliser notre couteau. Mais la modestie voudrait que vous puissiez quand même demander pardon et reconnaître l'échec. Demander pardon, mais il y a eu des raisons. C'est pour ça que j'ai dit, il est mieux 2 fois, avant de condamner une personne, d'emprunter aussi ses chaussures pour voir le chemin parcouru. Mais s'il ne veut pas, il se cramponne à ses chaussures, il tient un mordicus à rester sur ses chaussures. Qu'est-ce que vous faites? Il faut le lui arracher. C'est vous qui dites qu'on se cramponne. Mais c'est vous qui dites que les autres ne veulent pas emprunter. Les autres demandent les élections dans des bonnes conditions pour se mettre justement dans ces chaussures-là. Il y a une voie polie
Et il faut savoir, c'est pour cela que même 2 fois dans la Bible, il est dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors, il faudrait bien demander pour que vous puissiez recevoir. On ne peut pas demander les élections qui est un droit constitutionnel. Un du droit moment constitutionnel, où mais... on n'a pas réussi à organiser les élections en 2016, à accepter qu'on a ouvert la porte à toutes les brèches pour qu'on ne puisse plus rien respecter ou ne plus demander des choses poliment. Il y a une chose que vous devez noter. Il y a une chose que vous devez noter. Notre constitution n'a pas prévu un cas où il y a non-organisation des élections. Ça n'a pas été prévu. Parce qu'il faudrait toujours se dire que l'imprévu arrive. Ce qui nous est on arrivé, devait être orienté même par le bon sens. Ce qui est arrivé, c'était un cas de force majeure où c'était de l'imprévu que la Constitution n'avait pas prévu. Et il faudrait tenir compte qu'il y a eu des raisons valables pour la non-organisation des élections. Pour les élections présidentielles. Mais vous ne permettez pas maintenant qu'on puisse organiser parce que les raisons étaient valables. Mais est-ce que nous devons rester sur ces raisons? C'est pour cela que vous avez vu que j'ai introduit en disant si hier c'était un problème de manque de financement, c'était un problème de crise financière, mais aujourd'hui nous ne sommes plus dans ça. Est-ce que ce n'est pas le moment d'en profiter? Justement, vous comprenez maintenant, M. Serge, pourquoi j'ai introduit? Justement, M. Kakwata, je n'avais pas répondu à ma question. Je reviens pour dire, vous évoquez, hier il y avait des raisons, notamment les raisons financières. Aujourd'hui, bon, c'est une information que vous nous livrez ici, il y a un boom minier, on peut en profiter. Mais quelque part, à l'introduction de votre intervention dans ces plateaux, vous avez dit, vous avez été d'accord sur le fond avec la SENCO. Maintenant, on revient sur l'intention même d'organiser les élections. La SENCO, ou bien l'Église catholique, dit qu'il faut que le président de la République se prononce explicitement pour dire qu'il ne sera plus candidat à l'élection présidentielle en 2018 si ça sera organisé. Vous êtes d'accord avec ce fond-là? Je ne peux pas me substituer au président de la République, mais selon mon entendement de son message, la Constitution jusqu'à ce jour, c'est elle qui nous régit, ne lui permet pas d'avoir plus de mandats. Et lui-même, quand il se prononce, il dit le pays s'est engagé dans une voie irréversible des élections. Et il se plie à cette Constitution. Le calendrier déjà publié. Pourquoi chercher à une personne comme c'était un enfant de 5 ans à qui vous devez mettre des mots pour dire vous devez dire ceci? Parce que la Constitution n'a pas changé. Le calendrier est là. Et lui-même dit nous sommes dans une voie irréversible des élections. D'une manière implicite, c'est compris qu'il ne se représente pas. Oui, parce qu'on juge de la mauvaise foi, la non-tenue des élections. C'est pour cela que moi je préfère que nous puissions travailler, que nous puissions arriver à l'organisation des élections pour voir si réellement il va se représenter. Comment, honorable, vous pouvez interpréter le propos du chef de l'État l'année passée au journal allemand, Der Spiegel, où il dit « Je n'ai rien promis aux Congolais ». Je pense qu'il parlait des élections. Est-ce que l'organisation des élections dépendait aussi de lui? L'organisation des élections ne dépend pas de lui. Nous avons une institution, c'est la CENI. Mais il dit qu'il n'avait rien promis. C'est le président de la République qui organise les élections. Il dit qu'il n'avait rien promis. Effectivement, il n'y a pas eu élection en 2017. Non, il n'a rien promis parce que ce n'est pas lui. C'est la CENI. Voilà que maintenant la CENI nous a donné un calendrier. Et lui doit s'incliner à ce calendrier. Ce n'est pas lui qui doit nous promettre. Et quelque part, le calendrier de la CENI est entouré de contraintes pour dire si ça n'arrive pas, si on n'a pas ça, si on n'a pas ça, n'attendez pas les élections. Mais vous-même, vous avez vu que nous avons même travaillé de nuit pour libérer la loi électorale. C'est pour vous dire que nous sommes en train de répondre. Une loi électorale à l'image de la majorité présidentielle. Pour ça. Très bien. Honorable, dites-moi, maintenant que la loi je voulais, s'il vous plaît, une loi électorale vraiment taillée sur mesure de la MP oui, avec encore un seuil... Oui, Serge. Votre parti, les mouvements des libéraux, à peine réformateurs, à peine vous êtes connu. Vous avez été quand même appuyé par notre confrère, ex-confrère John Omombo. Je ne connais pas les secrétaires généraux adjoints ou les sièges de votre parti à Bandalungwa. Les seuils là, vous allez l'atteindre comment? Vous devez savoir que ce problème de seuil, c'est un problème juste qui est minime. Et les gens veulent seulement dramatiser. Le seuil n'est qu'une condition d'éligibilité. Le proportionnel reste. Le plus fort reste. Et puis vient un problème de seuil. Pourquoi? C'est une condition d'éligibilité dans quel sens? D'abord, nous allons appliquer le proportionnel. Le plus fort reste. Si déjà un des candidats a plus de 10%
il est élu d'office. C'est quand on arrive que, d'abord il y a un problème, c'est que quand il atteint le quotient, il est élu. On n'a pas besoin d'appliquer le seuil. Vous atteignez le quotient. Même si votre parti n'a pas atteint le seuil, mais vous avez atteint le seuil, le quotient, vous êtes élu. Mais il y a eu des frustrations même au niveau Un instant, de la je vous majorité. explique. Je vous explique, c'est ça le problème, parce qu'il n'y a pas eu pédagogie, il n'y a pas eu vulgarisation. De la part de Alors la les gens majorité, trouvent que non, oui. il faut d'abord les seuils pour être élu. Non. Le seuil fait partie des conditions d'éligibilité. Mais parmi les conditions d'éligibilité, la première des conditions, c'est atteindre le quotient électoral. Le quotient électoral de la circonscription, pas le quotient électoral qui viendra des enrôlés, non. Le quotient électoral de la circonscription, si un des candidats l'atteint, même si son parti politique n'a pas atteint le seuil, ce candidat-là est élu d'office. Ça, c'est un. Si le candidat dans sa circonscription a plus de 10% de voix exprimées, il est élu d'office, même si son parti n'a pas atteint le seuil. Maintenant vient la troisième condition, les seuils. Vous êtes dans une circonscription où le candidat n'a pas atteint le quotient électoral de sa circonscription, il n'a pas atteint 10% du suffrage exprimé dans sa circonscription, vient maintenant pour repêcher. On regarde si le parti a pu avoir le seuil d'1%. Là, ce moment-là, on s'est dit, si le parti a pu avoir le seuil d'1%, on regarde maintenant par rapport à ses voix. S'il est encore plus haut, c'est lui qu'on repêche. Mais vous n'avez pas fait le travail d'implantation de votre parti. Seuil. Maintenant, tout le monde est en train de parler. Seuil, comme si c'était la première condition. Mais chez vous, dans votre parti. Il faudrait d'abord avoir le seuil d'1% pour être élu, même si et tout ça. C'est ça le problème. Et Dieu merci, ayant le micro. Et comme en lingala on dit molobeli. C'est pour ça que j'ai préféré expliquer cette histoire du seuil. Est-ce que vous avez implanté votre parti? Une troisième condition, oui. Après le quotient, oui. Après le 10%, vient le seuil, parce que nous nous sommes rendus compte que si on laisse tomber ça, c'est pour ça là que je m'excuse, à l'Assemblée, nous avons des députés de 600 voix. Je vais vous dire quelque chose, c'est une réalité. C'est une réalité, je vais vous dire. C'est aussi ça. En 2011, les suffrages exprimés, non, disons enrôlés, étaient de 25 millions. Exprimés, 18 millions. Mais si vous nous prenez, nous tous, 500 députés, réunir nos voix, nous ne sommes que 8 millions de voix exprimées, cette Assemblée. Donc, qui vous fait voir que nous ne sommes même pas à 50% du suffrage exprimé de vote en 2011. Parce que nous sommes à 8 millions, mais le suffrage exprimé est de 18 millions. Ça impacte Donc, même sur votre rendement. Si nous avons amené ce seuil, c'est pour permettre que Oui. nous puissions remonter et que réellement l'Assemblée nationale puisse refléter la population. Pourquoi vous ne le voulez pas suffrage parler de votre exprimé. parti et les mouvements? Et c'est pour Vous cela que l'avez le implanté. mouvement de réformateurs libéraux, Les derniers sièges de votre parti, vous l'avez implanté où et quand? Les derniers sièges de le votre parti. dernier siège de notre parti a été implanté dernièrement à Chikapa. Oui. À Chikapa. Et nous sommes en train de travailler. Et c'est pour ça que pour le mouvement des réformateurs libéraux, nous on n'a pas peur de ces choses. Vous allez aligner les candidats dans toutes les Nous allons circonscriptions. aligner des candidats et nous allons atteindre qui un quotient, l'autre 10% et ailleurs de 1% nous allons l'atteindre. Vous comptez pas Et faire des ceux-là qui alliances. ont peur, nous leur demandons de venir rejoindre le mouvement des réformateurs libéraux pour que nous puissions aller ensemble et nous allons atteindre et nous allons... Vous avez les moyens parce qu'il y a aussi la problématique de la caution. Mais la problématique... C'est vraiment une loi électorale Oui, la caution, là, qui on décrit exclut une aussi, certaine catégorie Non, de c'est pas un personnes. problème. Vous, votre parti, vous avez vraiment assez de moyens pour aligner les candidats. Vous devez savoir que nos militants cotisent. Les moyens viendront de nos militants. Et nos militants à nous cotisent. Je ne peux pas étaler les stratégies que nous avons, mais cette phrase déjà vous suffit. Nos militants cotisent. Vous avez quel type de militants dans cette RDC où tout le monde est presque paupérisé? Ils cotisent combien? Et pour atteindre 1 million, si vous avez des militants chaque jeudi, nous au MRL, chaque jeudi, il y a éducation civique. Et dans ce cours d'éducation civique, au niveau de nos sièges, nous expliquons aux militants, 1, l'amour de la patrie, 2, le bénévolat.
Ce sont les deux choses primordiales que nous leur apprenons. L'amour de la patrie, le bénévolat, et nous leur disons de votre cotisation parce que vous devez vous prendre en charge. Ensuite, tout le mérite vous reviendra à vous, honorable, votre femme, votre... Faites surtout les suppléants, D'ailleurs, on peut vous dire que nous, au MRL, nous prenons ce qui vient de la base. C'est la base qui nous dicte. Mais justement, ça ne vient pas de chez nous. Monsieur le député, la base est en train de décrire. Avec le quotient, on est pratiquement en train de faire de la politique une affaire des riches. Or, aujourd'hui, je ne sais pas quel est le message que vous apporterez à la population lors de la campagne. Regardez un peu combien touche un député national et combien touche un directeur de la fonction publique. Regardez l'écart. Et maintenant, on laisse encore la politique aux riches et qui parlera de pauvres? Je crois que je l'ai dit ici que nous, politiques, au fur et à mesure que nous continuons notre lutte, le peuple souffre. Donc le fait que je l'ai dit, je l'ai reconnu, que ce peuple souffre. Donc je suis en train de me battre pour que demain, le panier de la ménagère puisse être amélioré et que la souffrance de ce peuple puisse prendre fin. Et ce n'est pas pour rien que moi j'ai toujours utilisé la population ou utilisé un terme mon patron. Ce peuple est mon patron. Si je parle ici, c'est parce que ce peuple s'est levé à 5 h du matin pour me donner ce mandat. C'était aussi une demande d'emploi que j'ai pu faire. Et je me bats pour ce peuple. Monsieur le député, il n'y a pas longtemps, vous avez été porté à la tête d'une structure, vous dites AMP extra-parlementaire. Ça a créé un tollé. Vous avez lancé un slogan ici, qui fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? On n'en parle plus, la campagne, il faut maintenant l'évaluer, ça a produit quoi? Et après, cette structure-là, un peu nébuleuse, selon les observateurs, finalement, où est-ce que nous en sommes? Vous avez voulu un peu vous attaquer à Aubin Minakou, votre secrétaire général. À l'ordre. On vous a tapé dessus. Hein. Non, on ne peut pas. Le travail d'un député est impératif. On ne peut pas me taper dessus ou bien être rappelé à l'ordre. Vous devez savoir une chose. Un leader, c'est celui qui a une vision. Une vision, dans le sens que quand j'ai crié, c'est comme Jean-Baptiste qui a crié dans le désert que le Messie est arrivé. J'ai crié qui fait quoi? Qui fait quoi? C'était parce qu'on a assisté à une cacophonie, une confusion et un désordre. Au sein de la majorité. Au sein de la majorité. Non, pas au sein de la majorité, au sein de la classe politique, parce que le qui fait quoi, c'était pour tout le monde. Même dans les ménages, il y avait un problème de qui fait quoi. Papa fait quoi? Au sein du gouvernement. Au sein du gouvernement. À la présidence de la République. L'opposition, j'ai dit bien qui fait quoi, c'était pour tout Congolais. C'est pas la médiocrité. Donc Jean-Baptiste, quand il venait commençant par le crier, président lui-même, il fait quoi? Jean-Baptiste, quand il venait crier, il criait pour tout le monde. Ok. Si bien que le qui fait quoi, c'était par rapport à cette cacophonie. Nous avons interpellé, nous avions une vision et on voyait. On dit le sage voit le mal venir de loin. Nous voyons de loin déjà, nous avons lancé une campagne qui fait quoi. Vous avez vu de loin, ça, bien avant le cardinal. De deux, cette structure-là des extra-parlementaires, aujourd'hui, si hier, on a dit tout ce qu'on pouvait dire, aujourd'hui, avec ce problème des seuils, on vous dit qu'il faudrait qu'il y ait des regroupements, des apparentements. Ce n'est pas revenir à l'idée de Kakwata, c'est revenir à l'idée de Kakwata, parce que nous avions vu déjà loin. Le sage voit le mal venir de loin et un leader a une vision. Le mal qui était déjà à la MP. Donc, nous voyons déjà que demain, la situation des élections, il faudrait qu'il y ait des regroupements. Il faudrait que maintenant, seul, on ne peut rien, comme j'ai dit, je ne fais qu'interpeller, il faudrait que nous soyons en unisson, que nous puissions travailler en unité. Donc nous, on voyait déjà cela. Une branche ne peut pas faire du feu, il faudrait qu'il y ait plusieurs branches. Et c'est pour cela que nous, on s'est dit qu'on crée une plateforme des extra-parlementaires. Je suis d'ailleurs, moi, le plus réjoui de voir aujourd'hui qu'on vient de nous rejoindre, qu'il y ait des regroupements, qu'il y ait des apparentements pour que nous puissions affronter. Donc l'unité. Et qui fait quoi? Il continue sa campagne jusqu'à ce jour, parce que c'est une campagne d'éveil et de réveil. Mal accueilli à la majorité. Mal accueilli ou bien accueilli, mais nous continuons et nous continuons toujours à marteler qui fait quoi. Que chacun se remette à sa place. Voilà, monsieur Kakwata, député national, président du MRL et président également de la commission environnement et ressources naturelles. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission par rapport au temps qu'on nous a accordé dans les différentes rédactions. Et à vous, nous donnons les mots pour dire qu'est-ce que vous dites en dernier au public. En dernier au public, je dirais ceci. Usons plus de la sagesse, de la retenue, dépassionnons-nous, unissons-nous. Le peuple souffre.
cessons de voir nos propres intérêts, mais voyons l'intérêt du peuple. Et je conclus par qui fait quoi, que chacun se remette à sa place. Voilà, à vous, honorables députés, nous disons merci d'être venus sur les plateaux des CCTV, des B1, des Congo Web et de la RTNC pour cet éclairage. Nous savons qu'on n'a pas pu aborder tous les sujets et oui, vraiment nous comptons sur votre disponibilité pour revenir et nous en parler. Par exemple, vous êtes président de la commission environnement, ressources naturelles. Nous allons peut-être aborder la révision du code minier. C'est un aspect que nous reviendrons, nous promettons à nos téléspectateurs d'y revenir très prochainement. Et j'ai dit également merci à mes confrères qui étaient avec moi, Serge Kabongo de CCTV, Guilain Kabalundi de B1 et Élisée Odia de Congo Web. Merci à tout le monde. On vous retrouve très prochainement. Au revoir. Nous voulons tous la paix. 16 janvier 2001, 16 janvier 2018, 17 ans jour pour jour viennent de s'écouler depuis la disparition tragique du troisième président de la République démocratique du Congo, Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son cabinet de travail.